eh bien, c'est un des derniers restes de l'époque historique de ce Nürburgring. Cette époque dans laquelle on a vu des pilotes comme ici par exemple Nuvolari qui est à côté de sa Mercedes, ou d'autres grands pilotes, d'autres grands noms de l'histoire du sport automobile, avec ces petites courbes très très incurvées et à l'intérieur desquelles eh bien, les pilotes sur la trajectoire plaçaient leur voiture et passaient le plus vite possible sur ce circuit. Il faut quand même le reconnaître, très meurtrier. Cette image date de 1939. Voilà, succession de courbes, donc le circuit aux 80 virages. Et vous voyez ici Alfred Neubauer, et ce qui nous ramène sur le team maintenant Mercedes. Et regardez Klaus Ludwig au passage, comme il frotte énormément. Il y a quelques sauts comme ça sur ce circuit et quelques réceptions difficiles. Klaus Ludwig nous invite à le suivre avec ses caméras embarquées. Vous en découvrez une dans le phare de sa voiture. Bien évidemment, nous allons suivre cette course toujours avec les caméras embarquées. C'est la tradition maintenant dans le DTM. Celle-ci qui est placée dans l'habitacle et qui est sur le pilote mais légèrement orientable. Et puis une troisième caméra qui, elle, est fixée au plafond, qui permettra donc d'avoir une vue extérieure à travers le pare-brise, mais avec un réglage de focale par hélicoptère. En effet, il y a une antenne qui relie la voiture en hélicoptère, et de l'hélicoptère, on peut régler la focale des objectifs de chacune des trois caméras, et ensuite on renvoie les images à la régie. Là, nous sommes maintenant sur la visite de ce circuit de 25 km 300, donc je vous le rappelle, circuit aux 80 virages, et ici nous sommes dans les courbes d'Atzenbach. Étant donné bien évidemment la longueur de ce circuit, eh bien, il y aura 4 tours à effectuer par manche. Nous allons donc suivre et vivre ces 2 manches qui se sont déroulées hier après-midi. Puisque cette semaine est une semaine de fête en Allemagne et que nous sommes dans une période de jours fériés et donc ouverte évidemment à la course automobile. Toujours une vitesse impressionnante dans la voiture de Klaus Ludwig. La caméra embarquée nous fait visiter par ce tour ce circuit de Nordschleife. Et là, vous voyez Flugplatz qui est le kilomètre 2 du circuit. Nous sommes au 2e kilomètre, il en reste encore 23. Et nous entrons dans une partie assez rapide à plus de 270 km/h. C'est impressionnant quand même. Et vous notez que dans certaines courbes, évidemment, eh bien, il a fallu installer et instaurer depuis quelques années seulement des vibreurs qui permettent aux concurrents de prendre appui et en principe d'éviter les sorties de route. Mais y en aura-t-il? Nous le saurons un petit peu plus tard. Là, nous sommes à Arenberg, une courbe à droite et une descente, la descente du lieu-dit du renard, le Fuchsrohr, au kilomètre 4. C'est la maison du renard ici dans laquelle nous rentrons. 4e kilomètre de ce circuit. Regardez cette descente très impressionnante. Et là, une vitesse de pointe de 180-190 km/h sur ce passage. Et ici, au kilomètre 5, une chicane très lente. Adenauer Forst. Voilà, un petit ralentisseur avec appui bien évidemment intérieur-extérieur sur les vibreurs. Et un passage qui n'arrange pas les boîtes de vitesse. Ici, à la sortie de cette courbe, eh bien, les 2 Alfa Romeo, notez-le bien, les 2 Alfa Romeo, celle d'Alessandro Nannini et celle de Nicola Larini, ont fait une petite sortie de route. On aura l'occasion de le revoir lors du Top 10 Qualifying. On voit maintenant, grâce à la caméra embarquée intérieure, le pilotage donc, de Klaus Ludwig. Et cette sortie de Fuchsrohr, nous la reverrons tout à l'heure pour les 2 Alfa Romeo.
Et maintenant, regardez Bergwerk. Ici, Bergwerk, c'est un passage sinueux et rapide. Et c'est là que Niki Lauda était sorti en 1976 et qu'il a été, entre autres, grièvement brûlé et qu'il porte encore les traces de cet accident sur le visage. Et bien, c'était donc en 1976. Niki Lauda sortait à cet endroit précis. Et ici, il y a un quadruple gauche. Regardez, 1, 2, 3 et le quatrième complètement à gauche, donc un passage très important qui conditionne la vitesse pour la suite du circuit, puisqu'ici vous avez un petit bout de ligne droite dans lequel les pilotes atteignent les 225 km/h. Une concentration extrême, c'est ce que tous les pilotes ont dit, le pied sur l'accélérateur. Quelques parties très sinueuses avec changement de vitesse très fréquent et d'autres parties beaucoup plus rapides et sur lesquelles il faut avoir le cœur gros, appuyer à fond et attendre un petit peu que ça passe en maniant uniquement le volant. Ici, nous sommes au kilomètre 12 dans ce qu'on appelle le carrousel. Regardez ce virage dans lequel on plonge, et bien c'est celui que nous avons découvert tout à l'heure. C'est un virage relevé et dans lequel les voitures passent à 80 km/h seulement, donc assez rapidement, puisque ça saute un petit peu et ça manque de grip. C'est donc un virage assez dangereux. Nous voici au kilomètre 13 maintenant de ce circuit, c'est-à-dire grosso modo à mi-course, à la moitié du circuit, ce qui vous permet de mieux comprendre pourquoi il n'y aura que 4 manches à disputer pour chacune des deux épreuves. Ici, c'est le passage de Brunken, kilomètre 14. Brunken, une succession de courbes très rapides avec quelques petits problèmes d'appui et une tendance à être déporté sur l'extérieur. Petite côte, accélération. Et avec le nouveau modèle de la Mercedes 190, eh bien Klaus Ludwig nous fait découvrir ce circuit. Nous arrivons là sur Plenskarten au kilomètre 15. Plenskarten qui est un passage très important puisque c'est là que Stéphane Beloff était sorti en 1983 avec une Porsche à une vitesse très très élevée. Et bien évidemment, quand on sort à cet endroit, ça risque de faire très très mal. Ici, nous sommes au kilomètre 17 dans un autre petit virage relevé, un mini carrousel qui s'appelle Schwalbenschwanz. La sortie de la forêt maintenant, et ici à Dottinger-Haut, nous sommes à 240 km/h, donc en bout de ligne droite. Ce n'est pas le passage le plus rapide. Le plus rapide, c'était à l'entrée du circuit, mais en bout de cette ligne droite quand même. 240 km/h, il faut avoir le cœur bien accroché. Et la chicane qui permet maintenant de ralentir, Tiergarten chicane qui nous permet de rentrer maintenant dans les stands avec Klaus Ludwig. Et nous avons fait donc la visite de ce circuit, 25 km 300, très impressionnant. Et surtout cette alternance entre virages très rapides et virages très courts au contraire. Et voilà, nous allons suivre maintenant Christian Danner et nous nous retrouverons pour le départ. Alfa 155. È una macchina molto sportiva. Alfa 155. Sportlich, dynamisch, erfolgreich im Rennen und auf der Straße. Lassen Sie sich auf ein leidenschaftliches Erlebnis ein. Alfa Romeo, Cuore Sportivo. Als mir die DEKRA-Leute gesagt haben, sie wären der große staatlich anerkannte Prüfdienst,
Da war ich skeptisch. Als mir die DEKRA-Leute ihre 30.000 Kfz-Prüfstellen vorgestellt haben, da war ich überrascht. Und als mir dann die DEKRA-Leute gezeigt haben, dass sie mein Privatauto genauso gründlich checken, wie ich das bei meinem Rennauto gewohnt bin, da war ich überzeugt. Die DEKRA, geprüft und für gut befunden. 120 000 spectateurs ce week-end et voici la plus belle vue, en tout cas le passage le plus long, ce qu'on appelle un petit peu une longue focale qui permet aux spectateurs massés ici d'avoir la plus grande partie du circuit qui, vous l'avez vu, traverse les forêts et donc n'est pas visible bien évidemment dans les plus grandes parties. Voici là le plus beau passage. Streisek, lui, eh bien, il trouve que c'est bien pour son Omega, que sa voiture convient parfaitement à ce genre de tracé qui est très très sinueux. Les changements de rapport sont un petit peu fréquents et les amortisseurs souffrent quand même. On s'en serait douté, comme on le voit ici sur la voiture à nouveau de Klaus Ludwig, mais malgré tout, Streisek nous dit que c'est très bon pour l'Omega. Hélène Laure qui est là sur deux roues, qui elle aussi a réalisé d'assez belles performances. Et bien Hélène Laure trouve que c'est le circuit le plus excitant. Elle constate qu'il y a beaucoup de cuvettes et beaucoup de sauts, une alternance donc latérale mais également une alternance de bas en haut comme vous pouvez le constater ici. Et les réceptions de sauts sont assez violentes. Ça touche quand même bien pour les amortisseurs, mais dit Hélène Laure, c'est quand même très excitant. Fuchsröhre. Et maintenant le passage de Fuchsröhre dont on parlait tout à l'heure, le Fuchsröhre, Nicolas Larini le trouve rapide mais avec des changements alternatifs de gauche à droite et il dit qu'il faut avoir le cœur gros et qu'on a tendance à être un petit peu malade. C'est le passage le plus délicat, c'est très impressionnant, très rapide. Enfin il faut avoir une bonne santé dans ce passage. La voiture a tendance à frotter le sol et ça fait un effet fantastique. C'est la partie qui se trouve donc la plus au nord de ce circuit, Fuchsröhre. Et c'est là que nous verrons tout à l'heure dans le top 10 qualifying. Les deux pilotes que sont Larini et Nannini sont allés faire une petite rencontre avec les rails de sécurité à l'extérieur. Passage d'Angelica. On demande à Fanomen ce qu'il pense du passage de Breitscheid. Il n'y a pas de grip, pas tellement de tenue, c'est assez lent. La fascination du circuit vient de cette alternance entre, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, les passages lents et les passages rapides. Pour la partie Est, eh bien, Klaus Ludwig, lui, pense que c'est très très rapide. C'est une des parties les plus rapides. Il y a des sauts un petit peu partout. Il passe en 3e et 4e et le moteur monte assez haut dans les régimes. Il est important d'aller vite partout dans ce secteur pour réaliser quand même un bon temps. C'est-à-dire que c'est une des parties de ce circuit de Nordschleife qui est primordiale pour réaliser une assez bonne performance, un bon chronomètre. Fast Vollgas im 4. Gang. In der Schlüsselstelle, wenn man da optimal durchkommt, weiß man, dass man Klaus Ludwig qui rappelle que bien évidemment tout est important, prendre les appuis au maximum, tendre les trajectoires tant qu'on le peut. Beaucoup d'éléments se jouent ici sur cette partie est du circuit. Le carrousel, eh bien, Armin Hahn qui nous rejoint avec la nouvelle BMW nous en parle. Si vous savez, ce petit virage très serré et surtout très incurvé, eh bien, on rétrograde avant le carrousel, dit Armin Hahn, et avant d'accélérer à fond, quand on a les roues bien en grippe, bien dedans, il ne faut pas quand même aller trop à la corde. Donc là, un passage à 80 km/h comme je vous le disais tout à l'heure. Et vous allez voir que quand on mord un petit peu trop sur la corde, eh bien, on attrape la poussière et on risque de partir un petit peu en travers et donc on a du mal à rattraper la voiture. Alors, Christian Danner lui parle de Hoart, la partie que l'on a vue tout à l'heure dans laquelle il faut quand même beaucoup de temps pour apprendre la technique de ce passage. C'est assez délicat, il faut mémoriser et à force de passer, à force de faire des essais, on finit par bien connaître, bien comprendre les trajectoires car nous sommes souvent déportés. Il dit qu'il doit toujours rester concentré et prendre donc les trajectoires les plus courtes, mais pas toujours les plus courtes aussi, les trajectoires idéales, mais en tout cas il trouve ça très grisant. Roland H, lui, pour Brünchen, eh bien, il trouve que c'est un fameux passage bordé de clôtures et c'est surtout dur pour les reins. Très impressionnant, mais dur pour les reins, ça tape énormément. Pflanzgarten.
Florence Garden pour Kurt Team, eh bien, il dit qu'il arrive de voler avec l'auto sur 4 ou 5 mètres, tellement les sauts sont impressionnants. C'est le meilleur passage, dit-il, pour une auto de course, et on revoit au ralenti effectivement que la voiture a tendance à voler de temps à autre, et surtout le circuit, eh bien, il a besoin quand même de faire attention pour des raisons de sécurité, mais surtout là, parce qu'une sortie pardonne peut-être un petit peu moins qu'ailleurs, encore que. Schwalbenschwanz. Bert Schneider lui va décrire le passage de Schwalbenschwanz et le décrit également avec des grands sauts, mais il trouve ça très bien à piloter. Il trouve que c'est un passage très grisant, très intéressant aussi. Döttinger Höhe. Olaf Monte, qui est le meilleur pilote privé de cette course ici, donc sur la version d'Orschafle du Nürburgring, qui parle de Döttinger en disant qu'il a besoin de sortir très vite de cette course pour garder de l'élan et pour tenter de doubler les autres à l'aspiration, ou en tout cas pour ne pas se faire doubler à l'aspiration. Donc il faut sortir très rapidement de ce virage Döttinger et il dit qu'il roule à fond donc juste avant la chicane d'arrivée. Ça veut dire que nous sommes donc maintenant sur les derniers mètres de ce circuit avant l'arrivée. Et ici, vous apercevez la voiture qui a fait des tonneaux à Wunstorf. Si vous vous souvenez, on a vu le résumé tout à l'heure. C'est la voiture pilotée par Werner Lenk et qui vient là de prendre feu. Donc Werner Lenk prend des risques. Et ici, l'Opel Omega avec le nouveau spoiler que vous avez pu constater sur la partie arrière et les améliorations qui ont été portées au moteur, notamment en ce qui concerne le refroidissement, puisque la partie aérodynamique avant a été également modifiée. Donc l'Opel Omega est en train de changer peu à peu, et le prouve de par ses performances. Là, on retrouve la nouvelle BMW M3 de Armin Hahn qui avait fait les essais de Wunstorf et l'équipe avait décidé de ne pas aligner cette voiture parce qu'elle n'était pas suffisamment importante, en tout cas en ce qui concernait le freinage, et donc c'était un gros risque. Et bien cette fois-ci, vous avez vu que le freinage a été modifié et l'on envisage même l'arrivée, l'intégration de l'ABS sur cette voiture. Pour quand? Eh bien ça n'a pas été précisé par Armin Hahn. Voilà, nous rentrons maintenant dans les essais des 10 premiers qualifiés. Et vous voyez ici donc la qualification, enfin la tentative de qualification de Christian Danner, mais qui est parti en tête à queue. Alessandro Nannini. Donc ici c'est le top 10 qualifying. Et Alessandro Nannini qui a une boîte spéciale adaptée à son bras droit qui s'était arraché lors de son accident d'hélicoptère, et vous l'avez vu toucher le rail. Et bien c'est la partie dont nous parlions tout à l'heure de Foxroar, et c'est là que les deux pilotes Alfa Romeo, là pour l'instant Nannini et tout à l'heure Larini, sont allés toucher. Alessandro Nannini, donc qui, je vous le disais tout à l'heure, a une boîte un petit peu comme les boîtes de vitesse de moto, c'est-à-dire avec les vitesses qui ont un étagement linéaire. Et là on a vu Giorgio Francia qui a réalisé donc le 8e temps. Ici on est avec Alzen, premier privé, 7e temps. La Mercedes Alzen qui tire à la corde. Voici maintenant Kurt Team. Alzen avait un moteur spécial tout à l'heure qui a été gonflé pour ce circuit, et Kurt Team, lui, il a une nouvelle auto, un nouveau train arrière, 2 nouveaux amortisseurs, et il a essayé de tester 2 moteurs aux essais. Ici c'est Roland H. Roland H qui a réalisé donc le 6e temps. Le 5e temps Roland H, et le 4e temps pour Bert Schneider qui frotte donc dans ce passage en sortie du saut. On voit partir Klaus Ludwig qui avait décidé, Ludwig, de réaliser le meilleur temps. Ludwig, quand il était petit, il venait justement sur ce circuit. C'est de là qu'est née sa passion pour l'automobile, et il a gagné les 2 manches en 1992, donc il connaît bien le circuit. Et pour obtenir la pole position, eh bien c'était pour lui important, primordial sur ce genre de circuit d'avoir la pole. Et bien c'est raté puisque Klaus Ludwig n'a que le 3e temps en 8 minutes 48 secondes 22 sur ce circuit. Et là, la sortie de Nicola Larini. Larini qui, après cette sortie donc au même endroit qu'Alessandro Nannini tout à l'heure, rentre au stand, répare la voiture, et il repart Larini après avoir frotté ce rail donc à Fuchsrohr, et il repart pour réaliser donc le 2e temps, 8:46:73, sous les yeux impressionnés de Jörg van Homen qui va partir tout à l'heure. Nous sommes donc sur l'avant-dernier concurrent du Top 10 Qualifying avec Nicola Larini, 2e meilleur temps, et donc 2e sur la grille de départ pour la première manche. Et le premier, le leader, le poleman, eh bien c'est lui, Jörg van Homen, 8:45:49.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Bestzeit. Für viele überraschend, für dich selber auch. Voilà, Vanhomen qui reçoit des félicitations pour cette performance, cette pole position. Il répond, ce n'est pas une surprise. J'avais une nouvelle auto pour réaliser le meilleur temps et quand je l'ai testé, tout allait bien. J'étais bien aux essais et je suis bien resté sur la piste. Enfin, tout ce qu'il fallait, quoi, tout était parfait, c'est super. Ich bin halt zur richtigen Zeit draußen gewesen, war auch von der Taktik her sehr vernünftig, aber das gehört alles dazu und ich bin eigentlich ganz froh. Et là, regardez Georges Severich qui va nous offrir un magnifique crash. Appuie sur le vibreur de droite et la voiture a légèrement monté sur l'extérieur. Elle part en travers et je vous laisse découvrir la suite. Voilà, impressionnant mais sans danger pour le pilote. Il s'appelle Georges Severich et il aura quelques problèmes. On se retrouve dans quelques instants pour la première manche. Der Alfa 155. È una macchina molto sportiva. Alfa 155. Sportlich, dynamisch, erfolgreich im Rennen und auf der Straße. Lassen Sie sich auf ein leidenschaftliches Erlebnis ein. Alfa Romeo, Cuore Sportivo. 120 000 spectateurs donc pour cette 5e manche du DTM, mais également pour les 24 heures qui se dérouleront demain et après-demain. 120 000 spectateurs pour voir une course un petit peu hors du commun et une grille de départ dont on l'a vu tout à l'heure, sur laquelle il y aura 32 concurrents. 32 concurrents emmenés par celui qui a réalisé la pole position, donc Jörg Vanhomen. Klaus Ludwig que vous voyez ici, 3e temps, Klaus Ludwig. Et là, regardez ce petit appendice aérodynamique, la petite plaque qui est rajoutée sur la voiture de Ludwig, mais également sur celle de Bernd Schneider. Eh bien, c'est un petit peu le même principe que sur certaines Formule 1 depuis le début de la saison, c'est-à-dire d'arriver à donner un flux aérodynamique qui maintienne assez bien la voiture. Et c'est un appendice qui disparaîtra probablement pour la prochaine course. Kurt Team. Giorgio Francia, le 7e temps, 7e place sur la grille de départ de Francia. Là on remonte un petit peu plus loin, on va voir Sandy Gros qui a réalisé lui le 12e temps. Sandy Gros il est assez loin, et puis Mantley maintenant. Mantley qui est le premier pilote véritablement en privé et qui réalise l'avant-dernier temps. Ils sont 32 donc au départ d'une course que nous allons découvrir dans quelques instants. Une course dans laquelle donc les chronos étaient essentiels pour conserver la meilleure place possible, car il est, vous l'avez constaté, très difficile de dépasser. Voilà, 4 tours à disputer. Et Larini qui est passé donc devant Jörg Vanhomen, Bernd Schneider, Klaus Ludwig, Kurt Team qui a doublé, me semble-t-il, Klaus Ludwig, Larini toujours. Et derrière on voit Christian Danner qui se déporte pour doubler Alzen. Jörg Vanhomen second, Klaus Ludwig 3e. Mercedes grise Klaus Ludwig que vous voyez ici sur la gauche de votre écran, et derrière les deux Mercedes de Schneider et de Roland H, Mercedes noir et blanc. Ici nous sommes à bord de la caméra que vous avez vue tout à l'heure incrustée dans le phare de la voiture de Klaus Ludwig, c'est-à-dire que nous sommes donc en 3e position, nous étions en 3e position, nous sommes maintenant en seconde avec Jörg Vanhomen. Et une tentative de dépassement derrière de Roland H. Et une très belle remontée également d'Alessandro Nannini, Alfa Romeo numéro 7. Alessandro Nannini qui essaie de se refaire une santé, de revenir un petit peu, puisqu'il n'a réalisé que le 9e temps
de cette séance. Et Alessandro Nannini, s'il ne marque pas des points ici sur ce circuit, eh bien il sera un petit peu obligé de jouer pour son coéquipier, pour Nicola Larini, qui lui aurait tendance en revanche à s'envoler un petit peu dans ce championnat, ce qui serait dommage pour l'intérêt de la suite du DTM 1993. Nous étions à bord de la voiture de Mantelet, donc le privé qui a cette caméra embarquée. Premier Larini, deuxième Jörg van Homen, troisième Klaus Ludwig, en quatrième position Bernd Schneider, Kurt Timm, Roland Hasch, Alessandro Nannini, Christian Danner, Giorgio Francia étaient quelque peu relégués vers l'arrière. Et petite différence d'amortisseur entre la voiture que vous venez de voir de Christian Danner, numéro 14, et les deux autres Alfa Romeo, alors qu'on vient d'apercevoir la nouvelle BMW M3, celle d'Armin Hahn, qui était en 11e position, qui est bien remontée. Armin Hahn qui avait réalisé le 15e temps, qui a donc gagné quelques places. Hélène Laure qui est en 9e position. Et le 11e avec cette voiture bleue et blanche. Eh bien Sestrou, c'est également un privé. Sestrou qui réalise une assez belle performance puisqu'il était parti en 21e position. Donc une très belle remontée. C'est vrai que c'est un circuit qui permet quand même aux privés de tirer un peu leur carte du jeu, puisque la puissance parle moins que la tenue de route, c'est-à-dire le réglage et le métier des pilotes, l'expérience. Mais aussi avant tout et surtout le réglage des châssis. Larini, Van Homen, toujours Klaus Ludwig 3e. Le 4e, toujours Bernd Schneider. Suivi de Kurt Timm. Passage à la corde très serré pour Bernd Schneider. Kurt Timm, la Mercedes verte que vous voyez ici, et derrière encore une Alfa Romeo, celle d'Alessandro Nannini. Nous voici dans la voiture de tête maintenant et à refaire le tour comme nous l'a proposé Klaus Ludwig juste avant le Top 10 Qualifying, c'est-à-dire les essais des 10 meilleurs pilotes. Et le voici, l'un des passages les plus rapides, passage dans lequel les pilotes roulent à près de 240 km/h après avoir été conditionnés par un passage en courbe pas trop rapide, mais dans lequel duquel il faut sortir très rapidement. Toujours Nicola Larini et toujours Jörg van Homen derrière lui, et ça n'a pas changé depuis le départ avec le 3e Klaus Ludwig. Mercedes grise, Bernd Schneider, Kurt Timm, qui est talonné un petit peu par Alessandro Nannini, que vous voyez ici, Alfa Romeo numéro 7. Nannini qui tente de passer Kurt Timm pour lui ravir donc cette 5e place. Et c'est dans ce passage du circuit du Nürburgring qu'il peut le faire. Après, il sera probablement trop tard. Nous voici revenus maintenant sur la partie du circuit la plus conventionnelle, sortie du circuit routier que nous allons rejoindre maintenant. Et c'est un arrêt au stand pour Armin Hahn, qui est en train de mettre au point cette nouvelle Mercedes, cette nouvelle BMW M3, le nouveau modèle qui a été présenté donc récemment, qui arrive en cours de saison
et qui devait être en principe compétitif dès cette course, mais il y a encore toute une période d'adaptation et de mise au point pour Armin Hahn. Et voilà un abandon à nouveau, la roue arrière gauche déjantée. C'est pour la voiture d'Alzen qui pourtant avait réalisé un assez bon temps puisqu'il était 8e à l'issue de la dernière série d'essais. Et bien Alzen, donc le privé, disparaît. Roue arrière gauche déjantée. Et Farnomen qui va tenter quand même de passer Nicolas Larini. Le voici Alzen sur une Mercedes d'un modèle 92 qui rentre. Alzen qui avait donc préparé un moteur spécial pour ce genre de circuit, ce qui explique sa très belle performance aux essais et sa belle place sur la grille, mais qui malheureusement n'a pu éviter de déjanter, probablement à la suite de cette succession de sauts qui font souffrir et les amortisseurs et les pneus, comme vous pouvez le constater ici, ça saute quand même énormément. Image très spectaculaire. Sortie du passage du carrousel. Et Klaus Ludwig qui double maintenant Jörg Farnomen et qui lui ravit la seconde place. Regardez bien Nicolas Larini, Klaus Ludwig à gauche, Jörg Farnomen maintenant est 3e. Ce qui nous donne Larini, Ludwig, Farnomen. Derrière nous avons encore Bernd Schneider, une autre Mercedes. Alessandro Nannini qui revient très vite derrière, qui est en 5e position. Christian Danner qui remonte également. Roland H que l'on avait un petit peu oublié depuis le début de la course et qui a tendance à recoller au peloton de tête. Toujours la voiture de Klaus Ludwig maintenant seconde position et obligé à la fois de surveiller et de ne pas trop se détacher du leader Nicolas Larini. Ludwig et Farnomen qui disposent du même modèle, de la même évolution en 1993. Farnomen qui avait même quelques petits avantages concernant les amortisseurs, concernant également la puissance du moteur adapté à ce genre de circuit. Et qui pourtant a laissé Klaus Ludwig le passer. Il est vrai qu'il s'agit du vainqueur de l'édition 92. Klaus Ludwig a remporté 2 manches sur 2. Et si ma mémoire est bonne, je crois qu'en 1990, Jacques Lafitte avait remporté une manche ici sur ce circuit de Nordschleife. Larini Ludwig qui sort très fort. Projeté sur l'extérieur par les vibreurs. La force centrifuge. Jörg Farnomen toujours. Et là, c'est un freinage un petit peu appuyé, passage sur le vibreur de Christian Danner.
Voilà l'explication de ce que l'on disait tout à l'heure dans ce passage de ce petit virage très creusé dans lequel eh bien, les pilotes manquent un petit peu de grip, ça saute dans tous les sens et les voitures sont obligées de rétrograder à basse vitesse, en tout cas en dessous de 100 km/h. C'est probablement l'un des 2 ou 3 passages les plus lents de ce circuit. Un autre carrousel pour Nicola Larini. Et sortie très rapide de cette courbe pour une réaccélération et une vitesse de pointe donc estimée, comme on vous le disait tout à l'heure, à environ 240 km/h au bout de cette ligne droite. Ce que nous expliquait un concurrent privé en disant que si l'on voulait dépasser un concurrent et bénéficier de l'aspiration, eh bien c'est à la sortie donc de ce virage qui conditionne la vitesse, virage de Döttinger-Au. Ici, passage de la chicane sur le circuit le plus moderne sur lequel se déroulent énormément de courses. Chicane de Tiergarten. Et les concurrents repartent maintenant sur Atzenbach. Partie quelque peu sinueuse mais assez rapide. Et là, c'est Hélène Nord qui vient de se faire dépasser, qui connaît également quelques problèmes. Hélène Nord, elle n'a pas été très rapide, très efficace sur ce circuit. Et les 3 premiers se sont très nettement détachés du 4e qui maintenant n'est plus Bernd Schneider. Schneider s'est fait dépasser par Alessandro Nannini. Bernd Schneider a rétrogradé en 5e position. Grâce à ce plan de longue focale, on a pu apercevoir l'intervention entre l'Alfa Romeo et la Mercedes, l'Alfa Romeo d'Alessandro Nannini ayant ravi la 4e place. Et c'est la victoire de Nicola Larini à l'arrivée de cette première manche. Larini qui l'emporte donc devant Klaus Ludwig, Jörg Vanhomen, Alessandro Nannini et Bernd Schneider qui termine 5e. Le 6e étant encore une Alfa Romeo, celle de Christian Danner. Voilà donc pour cette première course dans laquelle il n'y a pas eu tellement de suspense. Sinon la remontée des 2 Alfa Romeo de Alessandro Nannini et de Christian Danner. Et puis pas trop de suspense peut-être non plus pour la suite du championnat si Nicola Larini continue à l'emporter comme il le fait. Parce qu'il risque de tuer un petit peu ce DTM 1993. 8e Francia, 7e c'était Roland H, 9e c'était Kurt Steam et le 10e c'est Mantley, donc le meilleur privé qui termine à la 10e place. Belle récompense. Nicola Larini est content bien évidemment surtout de cette première manche où la voiture s'est bien comportée et elle a été réellement comme il l'espérait à l'occasion des essais. Après un départ réussi, il a pu s'emparer de la première place pour ne plus le relâcher ensuite. Il n'a jamais été inquiété, ce qui lui a permis donc de remporter cette première manche. Molta importanza penso. Era determinante, credo devo fare una buona partenza anche ora. Ok, bocca al lupo. Départ de la seconde manche dans quelques instants, mais cette fois-ci non plus avec, comme tout à l'heure, 32 concurrents au départ, mais plus que 24. En effet, certains d'entre eux, 8 très exactement, ont dû renoncer ou sont sortis ou ont été victimes d'accidents. C'est le cas notamment de Sandy Grau, l'Allemand qui pilote la Mercedes numéro 20 et qui est un très bon privé depuis le début de la saison et qui ne partira pas donc en seconde position. Et départ à l'avantage toujours de Nicola Larini, mais Klaus Ludwig s'est bien glissé en seconde position. Lors de la manche précédente, rapidement, eh bien, on peut rappeler que pour Armin Hahn, il y avait des problèmes de boîte de vitesse et de moteur. La même chose également pour Werner et pour Alsen. Donc la boîte de vitesse, les amortisseurs, les moteurs, c'est ce qui souffre le plus sur ce genre de circuit. Et Nicola Larini, lui, pour l'instant, ne souffre pas. Il nous fait souffrir le martyr tant il domine cette course. Et il est encore et toujours en première position.
Larini qui est bien parti devant Klaus Ludwig, toujours Phenomen en 3e position. Il a une petite domination quand même des Alfa Romeo. Puisque l'on voit arriver donc en 4e position la Mercedes de Bernd Schneider, mais pas loin derrière Alessandro Nannini, Christian Danner, Giorgio Francia n'est pas très loin non plus. Et cette fois-ci, eh bien, les pilotes ont compris qu'il fallait jouer leur carte le plus vite possible sur ce circuit. Ça nous donne l'occasion de vous rappeler quand même qu'il y a des poids, des lestes à emporter pour chacun de ces véhicules après chaque course et selon leur performance. Alors ceci expliquant cela, sachez par exemple que Roland H part avec 50 kg de lest à bord de son véhicule, que Bernd Schneider lui en a 47, Klaus Ludwig 45, Kurt Timm 42, Nicola Larini 33, Christian Danner 12, Giorgio Francia 12 kg également et Alessandro Nannini 3 kg. Voilà qui explique en partie les performances des uns et des autres avec ces lestes qui permettent de rééquilibrer les chances pendant la course. Belle attaque en tout cas derrière de Jörg Phenomen qui s'est fait doubler dans la première manche par Klaus Ludwig et qui ne voudrait pas le laisser s'échapper maintenant. Bernd Schneider, Alessandro Nannini qui est derrière Schneider, ici en 5e position, le 6e donc c'est Danner, le 7e Giorgio Francia. Le 8e Roland H et il me semble avoir aperçu en 9e une Mercedes verte qui pourrait être celle de Kurt Timm, mais nous sommes à bord de la voiture de tête de Nicola Larini. Voilà, passage dans le carrousel, vous le voyez avec un régime difficile, le moteur qui souffle, la voiture qui saute dans tous les sens, un manque de grippe et une réaccélération immédiatement après. Petit saut donc pour Bernd Schneider qui maintenant se fait dépasser par Alessandro Nannini. Nannini qui a déboîté derrière Schneider. Christian Danner également. Mais Bernd Schneider qui a conservé quand même sa place, donc Alessandro Nannini n'a pas réussi malgré l'aspiration et ce passage, l'un des plus rapides du circuit, a dépassé Bernd Schneider. Les voici maintenant dans la chicane avant la ligne d'arrivée. Et je vous rappelle que ce sont 4 tours que disputent ses concurrents. Et ce passage-là est réussi, mais c'est Christian Danner maintenant, l'Alfa Romeo de Christian Danner qui est devant celle d'Alessandro Nannini. Bernd Schneider est rejeté maintenant en 6e position. Toujours le même ordre que l'ordre d'arrivée de la manche précédente pour les 3 premiers, à savoir Nicola Larini, Klaus Ludwig et le 3e Jörg Phenomen. Phenomen et Ludwig qui sont 2 des pilotes qui ont remporté le plus de manches dans l'histoire du DTM. Plus de 20 pour Klaus Ludwig. Un vétéran de ce genre de compétition, un pilote qui s'est fait connaître également sur les épreuves d'endurance avec des victoires aux 24 heures du Mans. Et si Nicola Larini n'est pas détrôné de sa première place, eh bien il aura tendance à s'envoler un petit peu pour ce championnat. Ce qui serait un petit peu dommage. Et Christian Danner attaque Jörg Phenomen maintenant. Phenomen s'est également déboîté par rapport à la Mercedes de Ludwig. Regardez, Klaus Ludwig à droite au milieu. Ludwig s'est fait dépasser au milieu, donc c'est l'Alfa Romeo rouge de Christian Danner. Et à gauche, Jörg Phenomen. Mercedes numéro 4. Phenomen qui a la voiture qui a le plus évolué techniquement depuis Wunstorf jusqu'à maintenant Nordschleife. Et Alessandro Nannini qui part un petit peu sur le bas-côté.
Et une sortie maintenant pour Hélène Laure. Nous découvrons Hélène Laure sur le bas-côté. Voici le pourquoi du comment. Hélène Laure qui a fait une timide prestation sur ce circuit. Aujourd'hui, eh bien, la voici maintenant de l'autre côté du rail de sécurité. De quoi causer quelques frayeurs pour les spectateurs qui sont derrière et qui, vous le voyez, n'ont pas le temps de reculer. Vraiment, même à vitesse normale, ça veut dire que ça va très vite et c'est terminé pour Hélène Laure. C'est terminé également pour ce concurrent qui est Struve, le numéro 19, qui perd sa portière. Donc les sorties ne sont pas pardonnables. Hélène Laure qui était rentrée un petit peu trop rapidement en courbe est sortie tout aussi rapidement. Elle est allée, après un freinage tardif, taper le rail de sécurité. Elle est sortie, la même chose pour Struve, mais dans des conditions un petit peu différentes puisque lui est parti en tête à queue. Et là, nous nous retrouvons maintenant toujours avec Nicolas Larini. Mais derrière lui, c'est Christian Danner qui tout à l'heure avait doublé Klaus Ludwig et Jörg van Hommen. Nicolas Larini toujours leader et du championnat et de la course et de cette manche. Christian Danner derrière. Et l'arrivée et la victoire de Larini devant Danner avec des petits problèmes pour Jörg van Hommen qui lui est sorti de la route, a dû abandonner. Kurt Tim également a connu des problèmes et on se retrouve avec le vainqueur Larini, Christian Danner en seconde position, le troisième Klaus Ludwig qui marque quand même des points, quatrième Alessandro Nannini, cinquième Bernd Schneider, sixième Giorgio Francia, le septième Mante qui est donc le premier privé, Amthor, Streisek avec l'Opel Omega qui est en 9e position et en 10e position c'est Armin Hahn qui a la BMW orange que vous avez vu tout à l'heure. Alors petite explication pour certains des concurrents qui ont disparu, et bien Van Hommen donc et Kurt Tim sont sortis tous les deux de la piste. Même chose pour Bervid et puis dans le quatrième tour, le tout dernier tour, et bien c'est Roland H qui a eu un problème au moteur et également la boîte de vitesse, moteur et boîte cassée, il a dû abandonner. Sortie pour Struve, vous l'avez vu tout à l'heure, la voiture bleue et blanche, et puis Alzen qui lui a eu des problèmes techniques, tenue de route et qui n'a pas pu rester. Alzen s'est se privé à la Mercedes numéro 16. Voilà, la course, la deuxième, et bien Larini a été en tête du début jusqu'à la fin et Christian Danner lui a réussi à remonter de manière formidable sur les Mercedes. Nicolas Larini est content, mais là maintenant, eh bien, il a marqué peut-être un petit peu trop de points, il a pris de l'avance, il a comptabilisé, c'est ce qu'il vient de dire, les résultats, et il va pouvoir poursuivre la saison avec peut-être un petit peu plus de sérénité. Et Christian Danner lui est content. Deuxième place, c'est sa meilleure performance depuis le début de la saison. On l'attendait peut-être un petit peu plus tôt et c'est un circuit qui lui convient très bien, Christian Danner, et on espérait qu'il renouvellera ce genre de performance donc sur le Norrisring, le prochain circuit, la 6e épreuve de ce championnat DTM 1993. En tout cas sur ce circuit allongé, rallongé dans la partie nord du Nürburgring, sur le circuit dit de Nantes-Chefleux, eh bien il y avait très peu de possibilités de doubler, ce qui donc mettait en valeur les résultats que les pilotes avaient comptabilisés pendant les qualifications. Et bien évidemment, eh bien, à part les casses, à part les problèmes de boîte, à part les problèmes de moteur, les pilotes sont arrivés presque dans l'ordre du départ, je dis presque, car Christian Danner a réalisé, vous l'avez vu, une très belle course. Il a réussi à remonter, notamment passer devant Klaus Ludwig. Ici, on embarque la voiture d'Hélène Laure qui, elle, n'a pas eu cette chance. Au classement du championnat, Nicolas Larini est en tête avec 137 points. Et puis derrière, eh bien, nous retrouvons Klaus Ludwig. On se retrouve donc la prochaine fois pour la course de Norrisring. C'est le 27 juin, bientôt donc sur Eurosport. Bonsoir.